La rhétorique. Ça sonne un peu comme un vieux mot poussiéreux qu'on trouve dans les manuels scolaires, pas vrai? Mais en fait, c'est bien plus que ça. C'est une véritable force. Une force qui, depuis l'Antiquité, façonne nos sociétés, qui peut renverser des pouvoirs et qui, oui, influence chacune de nos décisions. Alors posons-nous la question, franchement, est-ce que le langage, ce n'est pas une sorte de super pouvoir? Pensez-y, cette capacité à prendre des idées, à les transformer en mots qui peuvent inspirer les gens, les émouvoir ou même les manipuler, c'est une force absolument redoutable, non? Eh bien, cette idée, les Grecs de l'Antiquité, ils en étaient plus que convaincus. Pour eux, l'art de la parole, ce n'était pas juste un outil de communication, non, non. C'était carrément la clé de voûte de la vie citoyenne. Et ils lui ont donné un nom, bien sûr, la rhétorique. Ok, mais concrètement, la rhétorique, c'est quoi? La définition, c'est l'art réglé de la parole et de l'éloquence. En fait, elle est née d'un besoin très pratique. Imaginez les tribunaux, les assemblées politiques de la Grèce antique. Tout se décidait par le débat. Donc, savoir faire entendre sa voix, c'était plus qu'utile, c'était devenu absolument essentiel. Forcément, une compétence aussi puissante, ça attirait des maîtres. Et les tout premiers à l'enseigner, c'étaient les sophistes. Et leur approche, on va le voir, elle était, disons, aussi fascinante que controversée. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Ces sophistes, qui étaient-ils vraiment? Eh bien, imaginez des sortes de professeurs itinérants qui se faisaient payer pour apprendre à n'importe qui l'art de persuader. Leur but, ce n'était pas la vérité, pas du tout. C'était la victoire, gagner le débat à tout prix. Leur credo, c'était de faire croire, pas de faire savoir. Et vous vous en doutez, cette indifférence totale à la vérité, ça a très, très vite exaspéré les philosophes de l'époque. Pour bien comprendre leur mentalité, il faut écouter l'un des plus célèbres d'entre eux, Gorgias. Pour lui, le discours, c'est carrément un tout-puissant souverain, un truc quasi magique, capable des exploits les plus divins. On sent bien là le pouvoir quasi mystique qu'il attribuait aux mots. Et cette idée, il la pousse très très loin. Pour Gorgias, les mots sont littéralement comme une drogue. Ils agissent sur l'âme de la même manière qu'une substance agit sur le corps. Ils peuvent guérir, mais ils peuvent aussi empoisonner. D'ailleurs, c'est avec cet argument qu'il a tenté de défendre Hélène de Troie. Il disait en gros qu'elle n'était pas coupable parce qu'elle avait été contrainte par la force des mots de Paris. Pour lui, la persuasion, c'était ni plus ni moins qu'une contrainte physique. Bon, cette vision de la parole comme une arme de contrainte, ça ne pouvait pas passer inaperçu. Évidemment, ça a provoqué une réaction assez violente. Et face aux sophistes, qui va se dresser? L'un des plus grands penseurs de tous les temps, Platon. Et pour lui, cette magie des mots, c'était tout sauf un jeu. C'était un danger mortel pour la cité. Et là, le conflit devient super clair. D'un côté, on a le philosophe. Lui, il utilise le dialogue, ce qu'on appelle la dialectique, pour une seule chose, chercher la vérité. De l'autre côté, le sophiste, lui, il fait de longs discours, pour quoi faire? Pour subjuguer son public et gagner. Ce ne sont pas juste deux méthodes, ce sont deux visions du monde totalement opposées qui s'affrontent. La plus grande peur de Platon, qu'il explique d'ailleurs très bien dans son dialogue le Gorgias, c'est ça. La rhétorique n'a pas besoin de savoir. Imaginez un débat sur la médecine, devant un public qui n'y connaît rien. Un bon rhéteur, un beau parleur, pourrait être bien plus convaincant qu'un vrai médecin. C'est terrifiant en fait. L'apparence du savoir devient plus importante que le savoir lui-même. Et Platon a une analogie géniale pour expliquer ça. Il dit « La rhétorique est à la justice, ce que la cuisine est à la médecine ». Pensez-y, la cuisine, ça fait plaisir sur le moment, ça flatte le palais. Mais la médecine, elle, vise la vraie santé du corps. Eh bien, c'est pareil. La rhétorique flatte l'âme pour obtenir un accord immédiat, alors que la justice, elle, cherche le bien réel de la société. Pour Platon, la rhétorique, c'est donc juste une contrefaçon, une sorte de malbouffe de l'esprit. Ok, donc on a la condamnation totale de Platon. On pourrait s'arrêter là. Mais arrive son propre élève, Aristote. Et lui, il va apporter une vision beaucoup plus nuancée. Pour Aristote, la rhétorique, ce n'est pas un mal en soi. C'est un outil. Un outil très puissant, certes, qu'il faut apprendre à comprendre pour bien s'en servir. Donc, au lieu de la jeter à la poubelle, Aristote a fait le contraire. Il l'a disséquée. Il l'a analysée sous toutes ses coutures. Pour lui, c'est tout simplement la faculté de découvrir ce qui, dans chaque cas, peut être propre à persuader. L'idée, ce n'est plus de manipuler, mais d'analyser, de comprendre méthodiquement comment la persuasion fonctionne. Et dans son analyse, il met à jour 3 piliers fondamentaux de la persuasion qui sont encore enseignés aujourd'hui. Premièrement, l'éthos, c'est le caractère de l'orateur, sa crédibilité, la confiance qu'il inspire. Deuxièmement, le pathos, c'est la connexion émotionnelle avec le public, la capacité à susciter des sentiments. Et troisièmement, le logos, c'est la logique pure, la force des arguments, les preuves.
Pour Aristote, un discours qui marche, c'est un discours qui trouve le parfait équilibre entre ces trois-là. On arrive donc au cœur du problème. Cet outil, il est puissant, potentiellement dangereux. Alors on en fait quoi? On le rejette en bloc, comme Platon? Ou on l'apprend? La réponse d'Aristote, elle, est très claire. Et sa justification est redoutable d'efficacité. Il dit, en substance, on trouve ça honteux de ne pas pouvoir se défendre physiquement, non? Alors pourquoi ça ne serait pas tout aussi honteux de ne pas savoir se défendre avec des mots? Les mots, c'est quand même ce qui nous définit en tant qu'être humain. Et là, d'un coup, la rhétorique change des statuts. Ça devient un outil essentiel d'autodéfense intellectuelle. Alors, revenons à notre question de départ. Après ce parcours, des sophistes à Platon puis Aristote, que doit-on conclure? Est-ce qu'il faut se méfier de cet art? La réponse courte, oui, bien sûr qu'il faut s'en méfier. Mais il y a un danger encore plus grand, c'est de ne pas la comprendre. C'est justement parce qu'elle est puissante et potentiellement dangereuse qu'il est crucial d'en connaître les mécanismes. Savoir comment ça marche, c'est le meilleur bouclier pour ne pas se faire manipuler. Et ça nous laisse avec une dernière réflexion, très actuelle. De la publicité au discours politique, sans oublier bien sûr les réseaux sociaux, on est en permanence la cible de tentatives de persuasion. Savoir les décrypter, ce n'est pas juste de la curiosité intellectuelle, c'est un enjeu citoyen fondamental. Et ça nous laisse avec cette question, qui est peut-être la plus importante. Dans ce monde de persuasion constante, de quoi est-on en train de nous convaincre, là, maintenant?